Au lendemain de l'ouragan Irma, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dévastés. 38 ans que je suis là, j'en suis à mon 12e cyclone, c'est le pire du pire, c'est une horreur. Les deux îles sont privées d'eau et de courant. Les communications ne fonctionnent plus. Les services publics sont à terre. J'ai tout perdu, ma maison, mon business, tout. C'est un peu l'anarchie, on se retrouve livrés à nous-mêmes. Pourtant, le cyclone a été repéré plusieurs jours à l'avance. Alerte maximale dans les Antilles. Peur sur les îles, l'ouragan Irma s'apprête à déferler sur les Antilles. La catastrophe était annoncée, l'État mobilisé, les habitants avertis. Mais le chaos n'a pas été évité. Le risque, à mon avis, il était qu'on y laisse la vie. Irma en 2017, les tempêtes Lothar et Martin en 99. Xynthia en 2010. Depuis 20 ans, les défis posés par les catastrophes météorologiques sont connus, mais les réponses, elles, restent insuffisantes. Les services de l'État interviennent souvent avec un temps de retard. Les systèmes d'alerte sont-ils suffisamment adaptés ? C'est mon pire souvenir professionnel. Les gens avaient le sentiment de ne pas avoir été informés. Pourquoi nos réseaux électriques et télécoms sont-ils si vulnérables ? L'effondrement ultime d'un réseau, c'est le blackout. L'électricité de France a beaucoup communiqué pour masquer le fait qu'elle était peu préparée. Faut-il démolir les habitations en zone inondable ? Moi, j'avais de l'eau qui était à peu près au niveau ici, et donc ma femme l'avait là. L'eau est en train de rentrer dans la maison à une vitesse grand V. Mais on n'a pas d'étage, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a moyen de monter sur des meubles là? On n'avait pas de connexion. On était voués à nous-mêmes, quoi. On était tout seuls. Parce qu'on n'arrivait à pas joindre personne. « 18 ans plus tôt, la tempête du siècle prend la France par surprise. Au fil de la matinée, la carte qui représente l'état des lignes en temps réel s'éteint progressivement, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Le sentiment, c'est d'abord un sentiment de surprise. On n'avait pas été alerté préalablement de ce risque-là, et donc, objectivement, je n'imaginais pas que ça puisse être la conséquence du vent. On se rend compte qu'on est face à un événement tout simplement exceptionnel. Cette tempête qui est en train de mettre à terre le réseau électrique, personne ne l'avait annoncé. Madame, Monsieur, bonjour. C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans, qui a frappé la partie nord du pays cette nuit, mais aussi Paris et l'Île-de-France. Pour l'instant, il est très difficile d'établir... Très vite, une urgence s'impose. 1,5 million de foyers n'ont plus d'électricité. Des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. Qui se retrouvent sans électricité. On doit faire face à une situation tout à fait exceptionnelle. Comment un pays de haute technologie comme la France, riche, puissant, peut-il en quelques heures revenir au temps des lampes à pétrole? C'est une prise de conscience qui s'opère. La France découvre ces images, ces grands pylônes tomber à terre. La France comprend alors que son réseau électrique est vulnérable. En France, le réseau est aérien. En Allemagne, le pays voisin, la tempête aussi a soufflé. Et pourtant, elle a fait beaucoup moins de dégâts. Pourquoi? Parce que là-bas, le réseau est enterré. Pourquoi est-ce qu'en France, notre réseau, nos câbles ne sont pas enterrés? La réponse d'EDF, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher d'enterrer toutes les lignes et que ça se répercuterait sur nos factures. Mais 18 ans après, la direction de l'époque admet une autre explication. Il y a eu des priorités dans le budget d'EDF. Les choix de l'entreprise ont été de donner une priorité importante à la production, un peu au détriment de la fonction de transport, les lignes à haute tension, dont on voit bien que dans d'autres pays, ils retenaient des normes plus confortables, en quelque sorte, ou plus résistantes.
En clair, EDF a fait le choix d'investir massivement dans la production d'énergie nucléaire, dans cette technologie nucléaire, et un peu moins dans la solidité de son réseau français. Jusqu'en 1999, nos pylônes électriques, pour faire simple, étaient capables de résister à des vitesses de vent jusqu'à 150 km/h. Le pari d'EDF était relativement simple. Il est plus rentable et plus économique de réparer les pylônes après de rares tempêtes que d'investir dans des pylônes plus résistants. Et après les tempêtes de 99, ils vont renforcer leurs normes et désormais les pylônes vont résister à des vents jusqu'à 170 km/h. Et ils vont aussi annoncer la généralisation de l'enfouissement des lignes. Aujourd'hui, moins de la moitié du réseau basse et moyenne tension est effectivement enterré en France. On est encore à la traîne quand on voit qu'en Allemagne, on en est à 80% et aux Pays-Bas à 100%. Sur le terrain, Louis Baquero et ses collègues ne reçoivent aucune consigne. Il a fait plus de 500 mètres. Leurs liaisons radio et téléphoniques ont été coupées par la tempête. On n'avait pas de connexion. On était voués à nous-mêmes, quoi. On était tout seuls. Parce qu'on n'arrivait à pas joindre personne. On est sur de l'improvisation, quoi. On est sur du réflexe. À 11h30, le préfet de Vendée, qui supervise les secours depuis le terrain, est informé que l'hélicoptère demandé a été détourné. Les réseaux téléphoniques sont hors service. Et dans l'urgence, Jean-Jacques Brault a oublié son téléphone satellitaire. Le véhicule de commandement mobile des pompiers est le seul moyen de communication disponible. Nous sommes retrouvés avec un téléphone fixe, celui des pompiers, qui a fonctionné pendant plusieurs heures tout seul. Donc ça a été une sorte d'engorgement grotesque. Et j'étais à téléphoner devant tout le monde quand j'ai exigé d'avoir un hélicoptère ou deux de plus. Donc cette affaire était handicapante. L'hélicoptère reviendra à 13h, suivi d'autres renforts aériens, dont l'armée. Des pompiers qui ne reçoivent plus de consignes, un préfet qui ne parvient pas à avoir de renfort aérien. Pourquoi les systèmes de communication, qui sont essentiels, on le sait, dans la gestion de crise d'un tel événement, pourquoi sont-ils défaillants ? Une nouvelle fois, on découvre que nos systèmes de télécommunication ne sont pas capables de résister à des tempêtes de grande ampleur. Il y a eu un autre problème pendant Xynthia, c'est que les systèmes de communication utilisés par les différents services de secours, les pompiers, les militaires, la sécurité civile, n'étaient pas compatibles entre eux. Et cette communication, depuis, elle s'est améliorée au moment de la gestion de crise Irma notamment. Comment se sont passées les choses ? La situation a été encore pire. La préfète, elle, avait bien un téléphone satellitaire, donc elle pouvait continuer à communiquer avec les autorités. Par contre, la seule antenne de l'île, celle par laquelle passent toutes les télécommunications, était à terre, comme on peut voir sur la photo, donc elle n'avait aucun moyen de joindre directement la population pour les informer, savoir où trouver de l'aide, où trouver de l'eau. Ils étaient complètement isolés. Ça a été la principale difficulté dans la gestion de crise pour la préfète. Écoutez-la. C'est une catastrophe 2.0 parce que nous faisons tout avec le numérique, y compris nos suivis de gestion de crise sont sur des grandes applications nationales numériques. Nous sommes tellement habitués à passer notre temps à communiquer que tout d'un coup, ne plus avoir de télévision, ne plus avoir de radio, ne plus avoir d'ordinateur, ne plus pouvoir être sur les réseaux sociaux, etc., je pense que ça amène à se poser des questions sur comment on fait. Les Français ont longtemps été épargnés par les catastrophes météo extrêmes. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Il nous faut apprendre à vivre à l'heure du changement climatique.